Merci. Donc, merci d'être ici, nombreux malgré les nombreuses raisons de ne pas être ici, incluant le temps et des activités sociales diverses aujourd'hui. Je voudrais donc vous parler de la transformation des espèces. Si vous suivez l'ensemble du cycle, vous avez déjà vu un certain nombre d'aspects historiques et d'aspects sur la façon dont les espèces se sont transformées. Moi, je vais essayer de vous parler un peu plus des processus, mais en reprenant aussi une démarche historique. Alors, le problème qui se pose dans cette affaire, c'est le problème de comprendre ce que c'est que la biodiversité. La biodiversité, c'est un immense fouillis qui, a priori, apparaît dès qu'on regarde le vivant. On voit qu'il y a des formes extrêmement diverses et on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et il y a eu de très nombreuses manières de l'aborder et je voudrais parcourir avec vous un petit peu le chemin qui a été parcouru par les scientifiques sur cette question, sachant qu'il est difficile de comprendre la façon dont nos ancêtres parlaient de ces questions, dans la mesure où ils n'avaient pas du tout la même vision que nous du monde. Or, quand je dis nos ancêtres, ce n'est pas nos ancêtres extrêmement lointains. Je voudrais d'abord que vous mesuriez à quel point la biologie est une science jeune. Ne vous inquiétez pas, je commence par dire quelques trucs sans importance, comme ça vous n'aurez rien raté. Hein. À l'époque où Copernic fabriquait son fameux système pour présenter le système solaire, où Galilée, quelque temps plus tard, calculait la vitesse à laquelle un corps tombe tout droit ou sur un plan incliné en fonction du carré du temps parcouru, etc., eh bien, pendant ce temps-là, les biologistes racontaient des histoires comme celle qui illustre cette planche. Il était écrit, c'est un traité de botanique de 1605, donc on est il y a 400 ans. Il était dit « Il existe un arbre peu commun en France, il est vrai, mais fréquemment rencontré en Écosse. Des feuilles tombent de cet arbre. D'un côté, elles touchent le sol et se transforment en oiseaux. De l'autre, elles touchent l'eau et se transforment en poissons. » Et cette histoire-là, on la retrouve dans de très nombreux traités. Alors, je vais pas être trop long là-dessus, on pourrait en parler pendant un moment, parce que toute cette histoire résulte de vraies observations, des observations sur des organismes qui sont des cirripèdes, des petits crustacés avec une coquille qui sont fixés sur les bois flottés, qui ressemblent un petit peu à un corps d'oiseau et qui ont un grand cou, et il suffirait qu'ils se détachent et qu'un bec apparaisse à l'autre bout pour que ça fasse une oie. Et c'est ça qu'on pensait à l'époque. Aujourd'hui encore, les mots d'ailleurs sont les mêmes pour désigner les oies et les coquillages en question, barnacles, berniques, etc., etc. Dans le domaine de la zoologie pure, d'ailleurs, ça n'allait pas mieux, mais une des choses que je voudrais que vous notiez, c'est qu'il y a toute une série de ces légendes de l'époque qui ont encore quelques retentissements aujourd'hui. Par exemple, celui de gauche, là, vous le connaissez tous. Vous savez son nom, hein, ça s'appelle un loup-garou. Il y a même encore un chanteur, je crois, qui s'appelle comme ça. Donc, ces légendes, si vous voulez, qui essayaient d'expliquer la biodiversité, acceptaient l'idée très facilement que les individus se transformaient, passaient d'une espèce à l'autre. L'idée de métamorphose ne gênait personne. Et donc, la première chose, et les choses vont pas comme ça, on est au XVIIe siècle. Pendant tout le XVIIe siècle, l'astronomie avance à toute vitesse. Galilée calcule les trajectoires des comètes, il découvre avec sa lunette les satellites de Jupiter, les taches solaires. Et bon, il aura quelques ennuis, il faut bien le dire. Et je voulais vous montrer cette image de Galilée devant ses juges parce que c'est une image importante pour les scientifiques. On est tous convaincus du fait que si on fait des découvertes importantes, on risque d'avoir des ennuis avec la société. Ça met les scientifiques dans une drôle de position puisqu'on est payé par la société pour lui dire des choses pas agréables, des choses qui lui déplaisent. Le problème, c'est que du coup, il y a des scientifiques qui pensent qu'il suffit que ce qu'ils disent déplaît à la société pour que ça soit vrai. Et ce n'est pas non plus comme ça. On reviendra là-dessus à la fin. À la fin du XVIIe siècle, les choses n'ont pas beaucoup progressé, sauf sur le plan esthétique peut-être, mais on continue à raconter dans l'histoire. Au XVIIe siècle aussi, vous savez peut-être que c'est à ce moment-là qu'on a inventé le microscope, Van Leeuwenhoek. Alors le microscope de l'époque, ne croyez pas qu'il avait la tête actuelle, hein, c'était ça, un microscope. On mettait l'objet à étudier sur ce petit pointe-là et on regardait par la lentille qui est là. Et c'est quand même grâce à ça que le Van Leeuwenhoek a découvert ses propres spermatozoïdes. Et immédiatement, le petit dessin qui a été fait, c'est celui-là, celui d'une semence humaine,
avec dedans un petit bonhomme tout petit qui n'a plus qu'à grandir dans le ventre de la mère. C'est la fameuse idée de la petite graine que le papa met dans le ventre de la maman. Hein, il y en a sûrement parmi vous qui l'ont entendu dire quand ils étaient jeunes. Il y en a même parmi vous qui ont fait l'erreur de le répéter à leurs enfants. Ça, c'est scandaleux. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Hein. La semence humaine, voilà, c'est un mot d'ailleurs inadmissible, mais enfin bon, maintenant on ne le changera plus. Mais ce n'est pas une graine. Ça doit aller fertiliser un ovule pour fabriquer la fameuse graine. La graine, c'est un organe femelle. Ah, pardon, femelle. Bon, vous voyez, comme quoi. Hein. Donc, arrêtez de dire à vos enfants que le père met une graine dans le ventre de la mère. La mère est alors réduite au statut de terreau plus ou moins fertile dans laquelle la graine pourra germer. Bon, pas continuer à dire ça. À l'époque, d'ailleurs, on pensait que si la graine ne tombait pas dans une femme, mais dans la terre, ce qui arrivait sous les gibets des pendus, parce que la pendaison provoque souvent une éjaculation, eh bien, on voyait apparaître quoi sous les gibets des pendus? On voyait apparaître une plante, la mandragore. Et donc, la mandragore était supposée être le résultat de la germination de la semence humaine dans la terre. Je crois savoir que le Jardin des Plantes a essayé de cultiver un parterre de mandragore pendant quelques temps et qu'ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y avait des messes noires toutes les nuits qui s'y déroulaient. C'est vrai qu'une mandragore ressemble souvent assez, la racine de mandragore ressemble un peu à un corps humain. Vous voyez qu'ici, c'est un garçon. Et elle a 2 jambes, un corps, etc. Elle crie quand on l'arrache. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc le XVIIIe siècle, vous voyez, on est loin de la biologie. Ce n'est pas encore de la biologie, c'est encore des fables. C'est au XVIIIe que les choses vont se fixer avec l'arrivée des grands systématiciens qui vont classer la nature, qui vont classer le vivant, qui vont ordonner tout ce fouillis de biodiversité et créer des systèmes. Alors, le prince international de la systématique, c'était Carl Linné, celui qui a décidé de la manière dont sont présentées la nomenclature, en tout cas. Il y en avait des tas d'autres, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Linné présente sa vision de la biodiversité dans un texte que je trouve extrêmement intéressant. Il dit « Toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. » Ça, c'est une phrase très importante. À la loi éternelle de reproduction et de multiplication, il n'est pas question qu'une espèce s'éteigne à l'époque. Hein. Et dans les limites du type, donc le Créateur a donné un type. Bien sûr, Linné sait qu'il y a une variation dans les espèces, mais ça ne l'intéresse pas. Il nous dit, en fait, et dans bien des cas, il leur accorde le pouvoir de jouer avec leur aspect extérieur, mais jamais celui de passer d'une espèce dans l'autre. Vous voyez là que Linné nous dit, les métamorphoses au sens d'Ovide, les loups-garous, etc., ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est la grande révolution, je dirais, du XVIIIe siècle sur le plan des processus. C'est qu'on abandonne l'idée de métamorphose entre espèces. Alors, il nous dit, d'où les 2 sortes de différences existantes entre les plantes, l'une étant la différence vraie, c'est-à-dire la différence entre espèces, la diversité née de la main-sage du Tout-Puissant, mais l'autre, la variation de la coquille extérieure due aux caprices de la nature. Donc là, ce qui fait la différence entre 2 individus, ils ont été créés avec le même type par le Créateur, et la différence entre eux, c'est, dans la même espèce, eh bien, c'est juste un caprice de la nature qui a fait une variation de la coquille extérieure sans aucun intérêt. Dans cette vision-là, bien sûr, la diversité peut se mesurer en nombre d'espèces et on peut vous faire des camemberts comme celui-là. Je vous le présente parce que je vous le représenterai tout à l'heure pour vous dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne devrait plus s'autoriser à donner ce genre de représentation de la biodiversité. Elle serait valide dans le cas d'une création indépendante des espèces. Évidemment, le premier qui s'est occupé de préserver la biodiversité, on le connaît tous, c'est Noé. Et effectivement, il a essayé d'éviter que les espèces s'éteignent au cours du déluge. À l'époque, la vie était simple, il suffisait de garder un couple de chaque espèce pour garder toute la diversité du vivant. On sait aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça marche, et on y reviendra. Je voudrais par ailleurs vous dire que la vision de la nature elle-même, au XVIIIe siècle, était déjà l'objet de débats qui ressemblent pas mal à ceux d'aujourd'hui. Vous avez des gens comme Rousseau qui présentaient l'idée que la nature est harmonieuse, qu'elle est excellente, que la nature de l'homme aussi d'ailleurs est très bonne, et qu'après elle peut être abîmée par la société. Plus proche de nous, juste derrière cet amphi, vous trouverez la statue de Bernardin de Saint-Pierre, qui était directeur du Jardin des Plantes pendant quelque temps, et qui explique dans un livre sur les harmonies de la nature, à quel point la nature a été faite pour le bien de l'homme. Il explique par exemple qu'il y a des fruits qui sont faits pour la bouche, comme la fraise et la cerise, des fruits faits pour la main, comme la pomme et la poire, des fruits faits pour être mangés en famille, comme le melon, puisqu'il a des dessins de côte, exprès pour être coupé en famille, voire même des fruits pour être mangés avec les voisins, comme la citrouille et le jacquier, qu'il appelle le Jacques d'ailleurs.
Bref, donc ça, c'est la vision, la nature est bonne, elle est harmonieuse, etc. Vous avez de l'autre côté une vision beaucoup plus progressiste des choses, et l'exemple type que je voudrais vous citer, c'est Buffon, vous avez sa statue là devant aussi. Hein. Dans un livre, dans un texte qui s'appelle « De la nature », il parle de la nature sans l'homme. Alors je vais pas pouvoir vous le lire en entier, je vais passer très vite, hein, mais je voudrais vous en donner quelques aperçus. Hein. Il parle de là où l'homme n'est pas intervenu. Il va nous parler du haut, du bas et du milieu. Il va nous dire ce qu'il en pense. Alors voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Alors dans toutes les parties élevées, des arbres sans écorce et sans cime, courbés, rompus, tombant de vétusté, d'autres en plus grand nombre, gisant au pied des premiers pour pourrir, etc. La nature paraît ici dans sa décrépitude. Ce n'est qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Ça, c'est le haut. On va voir le bas. Dans les parties basses, des eaux mortes et croupissantes, faute d'être conduites et dirigées, ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repères aux animaux immondes. Entre les marais infects qu'occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, il y a des espèces de landes avec des mauvaises herbes qui surmontent et étouffent les bonnes. C'est des herbes dures, épineuses, qui forment une bourre grossière, épaisse de plusieurs pieds. L'homme, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Obligé de suivre les sentiers de la bête farouche, bon, c'est très désagréable, il rebousse chemin, il dit « La nature brute est hideuse et mourante ». La nature brute est hideuse et mourante. C'est moi seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Alors desséchons les marais, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà admis consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc des nénuphars, etc., nous verrons paraître la renoncule. Il y aura des troupeaux, le bœuf avec le joug emploiera sa force à sillonner la terre, qu'elle rajeunisse par sa culture. Une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. Vous voyez là une autre vision de la nature que celle de Rousseau et de Bernard de Saint-Pierre. Hein. Et l'idée donc qu'on doit transformer la nature est une idée qui donc existe depuis longtemps. Et la question de savoir comment on doit se comporter vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de ces transformations spontanées et des transformations que nous pouvons y induire est une question qui reste d'actualité, plus que jamais je dirais, mais qui se posait donc manifestement déjà au XVIIIe siècle. Sachez aussi que sur l'idée que les espèces puissent savoir exister depuis longtemps ou se transformer, au XVIIIe siècle, il y avait déjà des gens qui en discutaient. À gauche, c'est un dénommé de Maillet, que la plupart des gens ne connaissent pas. C'était un érudit, un diplomate, qui a signé de son nom à l'envers un petit texte, un long texte, donc Téliamède, hein, ça fait à l'envers, qui est un texte dans lequel il explique que la mer a été partout et que tous les êtres vivants sont sortis des eaux. Voltaire, vous avez sûrement chez vous le livre des contes de Voltaire, là vous avez peut-être lu Candide, les Zadig quand vous étiez jeune, et puis vous ne l'avez plus jamais rouvert. Pour les plus jeunes, vous l'avez laissé chez vos parents d'ailleurs. Donc vous pouvez lire L'homme aux 40 écus. Dedans, il y a un texte sur la biologie de son époque qui est assez amusant. Je n'ai pas le temps non plus de vous en montrer beaucoup, mais Voltaire se moque de Téliamède. Et il dit... Téliamède, il m'a appris que les montagnes et les hommes sont produites par les eaux de la mer. Il y eut d'abord de beaux hommes marins, qui ensuite devinrent amphibies, leur belle queue fourchue se changea en cuisse et en jambes. J'étais encore tout plein des métamorphoses d'Ovide et d'un livre où il était démontré que la race des hommes était bâtarde d'une race de babouins. J'aimais autant descendre d'un poisson que d'un singe. Ce texte, écrit en 1768, vous montre qu'un esprit aussi fort que Voltaire, à l'époque, n'était pas du tout prêt à accepter l'idée de descendre d'un singe. C'était un peu moins de 100 ans avant l'apparition de l'origine des espèces. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y avait déjà des gens qui avaient proposé qu'on soit bâtard d'une race de babouins. Je ne sais pas à quel texte il fait allusion. Mais vous voyez aussi qu'il fait allusion à Ovide, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire les gens qui nous prétendent que les espèces se transforment sont des rétrogrades. Aujourd'hui, nous avons montré que les espèces ne se transformaient pas, et c'est un progrès scientifique. Et ça, c'est une difficulté avec la science, c'est que tout progrès risque de faire, en allant trop loin, d'empêcher le progrès suivant. C'est quelque chose qu'on va revoir dans la suite. Évidemment qu'à l'époque, le fait de refuser les métamorphoses, c'était un progrès. Mais de dire que les espèces, du coup, étaient parfaitement fixes, c'était un frein pour découvrir la suite. Alors, je passe sur la suite de ce texte. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc Voltaire invente un dialogue avec Téliamède, et Téliamède lui parle des dépôts de coquilles, des falins, où on trouve des coquilles fossiles, etc., et Voltaire répond « Quant à votre falin, je doute encore qu'il soit un lit de coquilles de mer. Il se pourrait bien que ce ne fût qu'une mine de petites pierres calcaires qui prennent aisément la forme des fragments de coquilles. Comme il y a des pierres qui sont figurées en langue et qui ne sont point des langues, en étoiles, ça c'est des fragments de tiges de crinoïdes, qui ne sont point des astres, en serpents roulés sur eux-mêmes, vous avez reconnu les ammonites,
et qui ne sont point des serpents, en partie naturels du beau sexe, et qui ne sont point pourtant les dépouilles des dames, là c'est des porcelaines. Donc vous voyez qu'effectivement, Voltaire non seulement se moque de l'idée de transformation des espèces, mais se moque même de l'idée que les fossiles aient le moindre sens. Au XVIIIe siècle, le fossile, c'est des jeux de la nature, l'usus naturae, dit-on. Ils n'ont aucune signification biologique. Bon, et donc, Eliamed lui demande, mais alors qu'est-ce que vous dites des huîtres pétrifiées qu'on a trouvées sur le sommet des Alpes? Je répondrai que je n'ai pas vu plus d'huîtres pétrifiées que d'encre de vaisseau sur le haut du mont Cenis. Je répondrai qu'on a trouvé des écailles d'huîtres qui se pétrifient aisément à de très grandes distances de la mer, qu'on a déterré des médailles romaines à 100 lieues de Rome, et j'aime mieux croire que les pèlerins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice que d'imaginer que la mer a formé le mont Saint-Bernard. Voilà, vous voyez qu'avec Voltaire, ce n'était pas question que les choses se transforment. L'idée donc que les espèces ont pu s'éteindre et que les fossiles ont leur... ça veut dire quelque chose. Je ne reviens pas trop là-dessus puisque vous l'avez déjà vu. Elle vient de Cuvier. Et donc l'idée même d'extinction des espèces date donc du tournant 18e, 19e siècle, c'est-à-dire il y a 2 siècles. Faites attention à vos doigts avec ces machins-là, je vous préviens. En même temps que Cuvier donc, qui propose l'idée que les espèces s'éteignent, mais qui refuse l'idée qu'elles se transforment, et qui pense donc que chaque époque a vu une des grandes extinctions, puis une nouvelle création d'espèces, tout aussi fixe que les précédentes. Pendant ce temps-là, comme vous le savez, Lamarck propose l'idée que les espèces se transforment, mais il propose un processus de transformation qui est bien, qui est fondé sur l'effort. Ça ne devait pas être un rigolo, Lamarck. Il parlait d'effort tout le temps. Hein, c'est les efforts que fait l'animal pour manger des feuilles dans les arbres qui fait que le cou de ses descendants va être plus long. Hein, mais il y a pire. Hein, dans les oiseaux, il nous dit que l'air est comprimé dans les poumons des oiseaux parce que les oiseaux remplissent leurs poumons d'air pour se rendre plus légers. Lamarck, au passage, n'acceptait pas les lois de Lavoisier, etc. Et que l'air qui donc essaye avec effort de sortir de là va creuser les grands os, va arriver à la base des poils et les transformer en plumes. C'est les efforts de l'air qui font ça. Et d'ailleurs, chez les ruminants aussi, les ruminants qui ont des dents qui leur permettent de manger mais pas de se battre, sont obligés de se battre la tête l'un contre l'autre. Du coup, ça leur fait monter les humeurs en haut de la tête et c'est ce qui fait pousser les cornes. Alors, certes, Lamarck a été le premier à fabriquer une théorie scientifique de la transformation des espèces. Le seul défaut, c'est qu'effectivement, cette théorie était fausse. Mais ça veut bien dire qu'elle était scientifique, c'est qu'on a pu montrer qu'elle était fausse, justement. Si elle n'avait pas été scientifique, comme les prétendues théories créationnistes, eh bien, elle serait non falsifiable. Donc voilà, on en arrive à Darwin. Et Darwin va nous proposer une toute autre vision de la nature que celle des prédécesseurs. J'ai oublié de vous dire, Lamarck et Cuvier se détestaient. C'est très courant qu'on n'aime pas ses collègues, malheureusement, dans nos métiers. Et alors ça a un énorme défaut, ça c'est que quand on n'aime pas un collègue, c'est quasiment impossible de voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'il raconte. Et c'est ce qui leur est arrivé à tous les deux. C'est quand même vraiment triste, a posteriori, on se dit, si jamais ils avaient pu s'entendre et voir que certaines espèces s'éteignent et d'autres se transforment, c'est le muséum qui aurait trouvé Darwin. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Hein. Et certainement, ces querelles ont coûté cher à notre maison en termes de découverte à cette époque-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre profs du muséum, on s'aime beaucoup et on s'entend très bien. Darwin, donc, propose un mécanisme, la sélection naturelle. Je voudrais revenir un petit peu, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais je voudrais revenir sur quelques points. La sélection naturelle, c'est un processus compliqué, qui agit en 3 temps. Premièrement, la reproduction. Là, nous avons un problème de traduction, puisqu'en français, on dit malheureusement que les individus se reproduisent. Alors, tous ceux qui ont des enfants ont fini par constater qu'ils ne s'étaient pas reproduits. Et les enfants se chargent de le montrer à leurs parents. Les individus ne peuvent pas se reproduire, bien sûr. Les descendants sont d'autres individus que les parents. Et en anglais, l'expression est beaucoup plus intéressante. On dit « The individuals reproduce their own kind ». Et Darwin n'emploie jamais l'expression « se reproduire », il emploie l'expression « reproduire sa kind ». Les individus reproduisent leur sorte. Ce qui est déjà beaucoup mieux pour comprendre l'évolution. Et puis, cette reproduction, constate Darwin, amène une variation. C'est-à-dire que les descendants ne sont pas tous pareils. Et dans cette variation, la nature, du fait que les ressources sont limitées, opère un tri. Donc il ne faut pas confondre la sélection avec juste une opération de tri.
Parce qu'une fois que le tri est fait, ça décide qui est-ce qui se reproduit, et on recommence. Et c'est cette opération répétée de nombreuses fois, dont Darwin constate chez les éleveurs et les horticulteurs qu'elle amène les formes à se transformer, et c'est ça la sélection naturelle. La sélection naturelle va donc permettre de comprendre comment progressivement les espèces s'adaptent à leur environnement et comment ont pu apparaître les différentes formes. Alors Darwin a une vision extrêmement écologique des choses grâce au fait que c'est un naturaliste de terrain. On peut dire que Darwin, en même temps qu'il a créé, disons, la science de l'évolution au sens actuel du terme, a créé une autre science qui est l'écologie, qui ne trouvera son nom que grâce à un disciple de Darwin allemand qui s'appelle Haeckel, mais l'écologie est clairement présente dans les ouvrages de Darwin. Alors, son voyage sur le Beagle l'amène évidemment, mais ça vous l'avez déjà vu, je ne vais sûrement pas insister là-dessus, mais à constater toute une série de choses. Et le fait que dans un lieu donné, on ait des espèces qui viennent manifestement d'un ancêtre commun, à expliquer les homologies, tout ça on pourra en reparler si vous le voulez, mais je passe très vite dessus, à expliquer les ressemblances entre développement embryonnaire d'espèces plutôt éloignées, à expliquer effectivement des grands groupes comme les mammifères euthériens et marsupiaux, et évidemment aussi l'origine de l'homme. Et là, évidemment, c'est là que les choses se gâtent, puisqu'effectivement, dès qu'on commence à dire que l'homme descend du singe, ça s'expose à des ennuis. Darwin va évidemment être attaqué sur cette question. Il se défendra rarement lui-même. En général, il envoie un ami qui est Thomas Huxley, qu'on appelait le bulldog de Darwin, qui s'est surnommé lui-même le bulldog de Darwin, qui lui écrit dès 1859, dès l'apparition de l'origine des espèces, qu'il sait très bien qu'il va avoir des ennuis, vous allez avoir, mais qu'il ne s'inquiète pas, qu'il a beaucoup de combativité, et qu'il l'aidera, et il conclut en disant « j'affûte, comment dire en français, bec et ongle, en préparation ». Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a un débat, c'est pas Darwin qui y va, c'est Huxley. Et on se retrouve dans la situation du scientifique face à l'obscurantisme. On est habitué, on aime ça, nous les scientifiques, et on se sent dans notre rôle. L'origine des espèces présente aussi, en plus de l'adaptation des lignées, bon, je passe là-dessus, la divergence entre les lignées. Ça, c'est le seul dessin qui est dans l'origine des espèces, le diagramme de l'origine des espèces. Et ce diagramme, donc, c'est une généalogie théorique de forme, dont Darwin dit qu'elle peut aussi bien expliquer comment, à partir d'individus différents, on fabrique des variétés, que comment, à partir de variétés, on fabrique des sous-espèces, à partir de sous-espèces, des espèces, à partir d'espèces différentes, des familles différentes. Cet arbre sera repris de diverses manières. Celui-là, il était drôlement bien fait. Vous voyez que toutes les espèces actuelles sont au même niveau. Le temps est en vertical. Il a discrétisé le temps avec des lignes horizontales pour rendre plus facile la présentation, mais évidemment, il sait bien que c'est continu. Et il explique là-dedans comment la sélection agit, pourquoi ça crée une divergence, etc. Mais toutes les espèces actuelles sont mises absolument au même niveau. Malheureusement, les successeurs ne feront pas autant. Typiquement, des arbres que Haeckel a publiés peu après mettaient systématiquement l'homme en haut quand il pouvait. Et alors parfois, quand même, il mettait 3 branches d'égale longueur. Ça dépend. Et aujourd'hui, eh bien, on représente ce genre de choses. Je ne vais pas y revenir trop longuement. Je voulais juste vous dire que quand on présente en particulier les ascendants de l'homme, eh bien, il faut faire attention de ne jamais faire un dessin comme celui-là. Je trouve qu'il est vraiment remarquable. Il a toutes les erreurs, ils sont à la fois, alors qu'il a l'air sympa comme ça au départ. Hein, mais alors, premièrement, il y a le fait de mettre les grands singes à côté des hominidés, ce qui est tout à fait scandaleux, puisque les hommes sont dans le buisson, ils ne sont pas à côté. Deuxièmement, ah oui, on m'a fait remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait le choix, pratiquement la plupart des auteurs, sauf certains extrêmement précautionneux, mettent les mâles, et pas les femelles. Ensuite, du fait du graphisme, cet espace-là est plus grand que celui-là, ce qui est catastrophique sur le plan pédagogique. Hein. Moi, ça m'est arrivé de demander aux gens à partir de cette image, mais alors quel est le plus proche parent de l'homme? Et en France, tant qu'on ne tombe pas dans des milieux religieux extrémistes, les gens nous disent le plus proche parent de l'homme, c'est le chimpanzé. Mais après, je demandais quel est le plus proche parent du chimpanzé. Hein, c'est l'homme, hein, c'est pas le gorille. Le gorille est plus loin du chimpanzé que l'homme. Et ça, c'est pas tout le monde qui s'en rend compte du premier coup. Donc, et surtout, ce dessin laisse penser le contraire. Voilà, donc il ne faut jamais mettre les choses comme ça, il faut le faire comme ça. Mais, bon, en enlevant l'éponge idée, hein, mais ce n'est pas toujours facile. On a ici l'exemple de quelqu'un qui s'est bien donné du mal pour faire ça. Et quand son livre a été traduit dans une autre langue, les gens ont remis l'homme au bout de manière à ce qu'il ne soit pas au milieu quand même. Hein. Voilà, donc ce dessin de Darwin,
Darwin présente l'idée que la différenciation se fait progressivement sous l'action de la sélection naturelle et que dans ce processus, au fond, le moment où on peut appeler quelque chose une espèce n'est qu'un moment parmi les autres. Au début, c'est des variétés, après, c'est des sous-espèces, après, c'est des espèces, après, c'est des genres. Au fond, l'espèce, ce n'est pas un truc extraordinaire, c'est juste un moment dans la différenciation des espèces. Ça, ce n'est pas avec le grand public que ça va poser des problèmes à Darwin, c'est avec ses collègues. Les naturalistes de l'époque ne vont pas du tout accepter ce genre de choses. Il écrit, par exemple, dans l'origine des espèces, jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces, c'est-à-dire les formes qui, dans l'opinion de quelques naturalistes, pourraient être presque mises au rang des espèces sans le mériter tout à fait. On n'a pas réussi davantage à tracer une ligne de démarcation entre les sous-espèces et des variétés fortement accusées, ou entre des variétés à peine sensibles et des différences individuelles. Vous voyez, hein, donc, de deux espèces, de sous-espèces, de variétés, de individus, il y a un continuum. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles, constituant une véritable série. Or, la notion de série implique l'idée d'une transformation réelle. L'idée d'un continuum de diversité, vous voyez que ça s'oppose totalement à ce que Linné nous disait tout à l'heure. Et ça n'a pas été accepté facilement. Dans une lettre en 1860 à un de ses collègues botanistes, Darwin écrit « Je suis souvent au désespoir d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Vous voyez qu'il était plus clair dans sa correspondance que dans ses écrits officiels, bien sûr. Une fois qu'on a compris Darwin, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire ça parce que, bien sûr, il y a plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes, pour prendre que ces deux catégories-là. Simplement, le problème, c'est que rien ne nous dit qu'il y a la même diversité dans une espèce de plante que dans une espèce d'insecte. Et même moi, je suis convaincu du contraire. Peut-être parce que je suis botaniste et que ça me vexerait terriblement que les plantes représentent tellement moins que les insectes. Mais ma vision, c'est que si on avait une vraie mesure de la biodiversité, on se rendrait compte que la diversité, les insectes la découpent en tranches très fines qui sont des espèces, alors que les plantes font des tranches beaucoup plus grosses. D'un individu à l'autre, dans une même espèce de plante, il peut y avoir des plantes herbacées et des arbres. Chez les insectes, on ne trouve jamais de variation de cet ordre-là à l'intérieur d'une espèce. Donc cette vision-là, c'est une vision linnéenne, pré-darwinienne, et aujourd'hui encore, on n'a pas fabriqué un vrai concept de biodiversité qui prenne vraiment en compte l'unicité de la biodiversité telle que Darwin nous l'a présentée. Donc je voudrais vous dire qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire, rien que pour comprendre ce que c'est que la biodiversité. Et malheureusement, comme elle est en train de disparaître, c'est des recherches qui seraient extrêmement utiles, et le fait qu'on n'ait pas tout compris ne doit pas nous empêcher d'agir, mais on va y revenir. Dernier point, eh bien, quand il s'agit d'individus, la diversité, donc elle n'est pas entre espèces, elle est dans l'espèce. Et si je veux comprendre comment se transmet la diversité, comment la sélection fonctionne, pour comprendre que la sélection fonctionne, il faut comprendre que si je ne garde que les plus petits, par exemple, et que j'élimine les plus grands, pour changer, eh bien, les individus vont devenir de plus en plus petits, au fur et à mesure des générations. Or, ça suppose qu'il y a une hérédité des variations. C'est-à-dire que le fait d'être petit ou grand, c'est héritable, ça se transmet. Et ça, à l'époque, Darwin n'a aucune idée de la façon dont ça se fait. Il croit, comme tout le monde, comme Lamarck, à l'hérédité des caractères acquis, mais il sait bien qu'il y a autre chose en plus, mais tout le monde sait qu'il y a autre chose en plus. Il y a à la fois cette idée d'hérédité qui traverse les générations, et puis l'idée des caractères acquis qui peuvent changer des choses. Donc le problème de savoir comment se fabrique cette variabilité et comment elle se transmet de génération en génération, c'est certainement le plus grand trou dans l'œuvre de Darwin. La seule chose qu'on puisse lui reconnaître, c'est qu'il l'a reconnu comme un trou et qu'il pose comme programme de recherche important à venir l'étude de l'hérédité des variations, c'est-à-dire de la génétique. C'est pour ça que moi je trouve que l'œuvre de Darwin est extraordinaire à étudier, puisque je vous dis qu'il a fabriqué la science de l'évolution, il a d'une certaine façon fabriqué aussi l'écologie au sens actuel du terme, et il a prévu que l'essentiel après, c'était de démarrer l'hérédité des variations, c'est-à-dire la génétique. Alors l'hérédité, c'est d'abord son cousin, Galton, qui va s'en occuper. J'en reparlerai tout à l'heure. Galton va inventer les statistiques au sens moderne du terme pour essayer de comprendre l'hérédité des caractères. Il va en particulier, en étudiant la façon dont s'hérite la taille des poids, découvrir une méthode comme il découvre que les descendants des plus grands sont en moyenne moins grands que leurs parents, il parle de régression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, tous les statisticiens font des régressions linéaires ou pas. C'est lui qui a démarré ça. Il a aussi inventé la manière de reconnaître les empreintes digitales, mais ça, c'est moins important. Et pendant ce temps-là, on est à la fin du 19e, un peu après Darwin. En Allemagne,
Weissmann, lui, va tordre le cou à l'idée d'hérédité des caractères acquis. À droite, vous avez une figure du XIXe siècle qui vous montre un gars drôlement fier de voir que son fils qui vient de naître possède les mêmes caractéristiques que lui. Et à l'époque, tout le monde pensait qu'effectivement, si vous faisiez couper une jambe, un jour ou l'autre, un de vos descendants risquait de ne pas avoir de jambe. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Weissmann va faire des manips, il va couper la queue de souris pendant des générations pour montrer que ça ne fait pas naître des souris sans queue. On lui fait remarquer que la manip a déjà été faite avec le prépuce des garçons dans pas mal de cultures, voire même avec l'hymen des femmes chez tout le monde. Et, enfin bref, il convainc ses contemporains de l'inexistence de l'hérédité des caractères acquis. Et vous voyez que ça veut dire que l'hérédité est amnésique. Ça veut dire que tout ce que je fais pendant ma vie, biologiquement, je ne le transmettrai pas à mes descendants. C'est quand même très décevant. C'est un peu vexant. Et puis ça ne va pas bien avec une philosophie de type catholique, si vous voulez. Chez les catholiques, c'est ce qu'on fait pendant sa vie qui détermine ce qu'on est, qui détermine la grâce, qui détermine ce qu'on transmet. D'ailleurs, toute la suite des opérations se passera dans des pays protestants sur ces questions. C'est plus facile pour un calviniste d'admettre la grâce donnée à la naissance que pour un catholique à l'époque, en tout cas. On y reviendra. Mais je voudrais vous dire que la découverte de Weissmann, pour moi, est immense. Dire qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, c'est dire que ce que je transmets à mes descendants, je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai reçu et je le fais passer. L'individu, dans ce cadre-là, devient sur le plan de l'hérédité un espèce de tuyau amorphe qui transmet ce qu'il reçoit de ses parents vers ses descendants sans le fabriquer du tout. Les individus n'agissent-ils donc absolument pas sur la composition héréditaire de la génération suivante? Eh bien si, mais par un seul processus. Les individus n'agissent pas qualitativement sur ce qu'ils transmettent, mais ils agissent quantitativement par le fait qu'ils font plus ou moins de descendants. Donc la seule manière par laquelle les individus influent le cours de l'hérédité de leur espèce, c'est par le nombre de descendants qu'ils fabriquent, c'est-à-dire par la sélection naturelle. Donc à partir de Weissmann, il n'existe plus qu'une seule force qui permet d'expliquer la transformation des espèces, et c'est la sélection naturelle. Mais en même temps, les individus ont perdu un statut très fort et ne sont devenus que des entités assez passives dans la transmission de l'information, passives sauf par le fait qu'ils font plus ou moins de descendants. C'est pour ça d'ailleurs on traitera Weissmann d'ultra-darwinien ou de néo-darwinien à l'époque, puisqu'il n'y a plus que la sélection naturelle qui agisse. L'hérédité est amnésique, donc elle est non seulement amnésique au sens de Weissmann, puisqu'on ne transmet pas ce qu'on a vécu, mais elle est en plus amnésique parce que ce que Mendel découvre au même moment, en gros, en 1865, c'est qu'on n'en transmet que la moitié de ce qu'on a reçu de ses parents, et que l'autre moitié est définitivement oubliée dans la lignée. Si ça vous pose des problèmes, on en reparlera, je ne vais pas vous détailler ça maintenant. Simplement, donc ça, c'est ce que personne n'a cru à l'époque. On dit que les travaux de Mendel ont été oubliés. Ils ont été oubliés parce que les gens ne croyaient pas que ça soit possible, un truc pareil. Si j'ai deux plantes rouges qui se croisent et que j'obtiens un descendant à fleurs blanches, j'imagine bien que quelque part dans les fleurs blanches, là, il y a le souvenir qu'il y avait du rouge avant, et qu'un jour ou l'autre, si on reproduit ces plantes à fleurs blanches, on trouvera du rouge qui ressortira. Quand Mendel dit que non, il en a fait plein et que ça continue à être blanc, ses collègues lui disent « t'en as pas fait assez ». Et tout le monde, et personne ne croit ça. Alors pour la petite histoire, vous savez peut-être que Darwin se posait des problèmes sur l'hérédité, qu'en 1865, bien sûr, Darwin était parfaitement actif quand Mendel a publié ses travaux, qu'il y a un dictionnaire d'agriculture qui reproduit les travaux de Mendel, que ce dictionnaire d'agriculture est dans la bibliothèque de Darwin, mais qu'à l'époque, il fallait découper les pages des livres pour les lire, et cette page-là n'était pas découpée dans l'exemplaire de Darwin. Donc on sait que Darwin n'a pas lu les travaux de Mendel. On ne sait pas ce qu'il en aurait fait s'il l'avait fait, on peut toujours rêver. Les travaux de Mendel sont donc oubliés et ne seront redécouverts qu'en 1900 par 3 botanistes. C'est toujours les botanistes qui ont fait les grandes découvertes, mais bon. Hugo de Vries, Karl Correns et Eric Tschermak. Et une fois qu'on dispose au début du XXe siècle de la génétique et du darwinisme, alors on va fabriquer la synthèse. Pas tout de suite, parce que dans un premier temps, les généticiens et les darwiniens commencent par se battre, comme toujours. Les deux élèves de Galton, qui s'appelaient Pearson et Bateson, vont être un peu comme Cuvier et Lamarck, ils vont se battre. Bateson qui défend la génétique, Pearson qui défend la statistique, et il va falloir plus de 20 ans pour arriver à réconcilier les deux points de vue. Ça, c'est Bateson.
Et cette réconciliation va arriver, tout compte fait, dans les années 70, à permettre de regarder un peu les choses autrement, de regarder d'une part une généalogie d'espèces comme celle qui vous est présentée à gauche, un ancêtre ici qui devait avoir pu être un ancêtre aquatique, qui avait certainement un squelette cartilagineux et qui a donné naissance à des descendants comme les requins qui ont gardé le squelette cartilagineux, mais d'autres ont inventé l'os. Et parmi ceux qui ont inventé l'os, il y a toute une série de poissons, mais il y en a aussi d'autres qui sont sortis plus ou moins des eaux. Alors les batraciens parfaitement, les dinosaures. Non, j'espère que ça y est, vous avez compris que les dinosaures ne se sont pas éteints, mais que les seuls qui restent, c'est ceux qui ont des plumes. Donc sont là, et puis de l'autre côté, bien sûr, les mammifères. Et donc cette généalogie d'espèces, eh bien maintenant, va correspondre à une généalogie qu'on peut tracer dans les gènes eux-mêmes, en suivant l'histoire des gènes. Ça, par exemple, c'est le gène d'hémoglobine alpha. Alors la chaîne alpha de l'hémoglobine, c'est une molécule qui est codée par un gène particulier dans le génome, et je peux faire le compte du nombre de différences qu'il y a entre une hémoglobine d'homme et une hémoglobine de cheval, et je trouve 18 différences. Entre une hémoglobine d'homme et une hémoglobine de souris, 16. Entre une hémoglobine d'homme et une hémoglobine d'oiseau, 35. Homme salamandre, 62, homme carpe, 68, et homme requin, 79. Ces résultats n'ont surpris personne. C'est ceux-là qui ont un peu plus surpris. Entre un requin et une carpe, 85 différences. Entre un requin et une salamandre, 88. Entre un requin et un oiseau, 83. Entre un requin et une souris, 79. Entre un requin et un cheval, 77. Un requin et un homme, 79. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous surprend ou si vous trouvez ça normal. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le requin ressemble plus à la carpe qu'à l'homme? Oui? Si oui, c'est que vous n'avez pas compris ce que je vous disais tout à l'heure sur le chimpanzé et l'homme. Regardez, j'y reviens, tiens, j'y retourne. Allez, on y va, voilà. Regardez. À votre avis, qu'est-ce qui ressemble le plus à un orang-outan? Un gorille ou un homme? Vous voyez que la séparation entre la lignée du gorille, entre la lignée de l'orang-outan et puis tous les autres se fait à ce moment-là. Tous les autres sont aussi différents par rapport au gorille. Par rapport à l'orang-outan, oui, merci. C'est-à-dire que je prenne, d'ailleurs, quand je faisais ce truc-là, ça vous a fait un peu rire, mais c'est vrai, que je peux faire tourner les choses autour de ce point-là. Donc par rapport à un gorille, un homme ou un chimpanzé, c'est pareil sur le plan de la distance. C'est clair, ça? C'est la même chose qui se passe avec mes histoires de poissons, là. Excuse-moi d'employer le mot poisson, mais évidemment que du point de vue d'un requin, toutes ces espèces-là sont aussi loin les unes que les autres, puisqu'elles se sont séparées de lui au même moment. Et qu'ensuite, les processus de l'évolution génétique ont fait que progressivement, le génome avait évolué dans toutes les lignées, à peu près à la même vitesse pour ce qui concerne ce gène-là, ce qui fait que du coup, eh bien, toutes ces espèces sont aussi différentes du requin les unes que les autres, et qu'évidemment, elles sont en revanche moins différentes entre elles qu'elles ne le sont du requin. Bon, si vous n'avez pas compris, on pourra en reparler après si vous voulez. Derrière ça se profile l'idée que quand on regarde l'évolution, quand on regarde ces schémas-là, vous voyez, aujourd'hui, les biologistes, ils n'arrêtent pas d'en faire des arbres comme ça. Hein. C'est une entreprise extrêmement lourde, que tout le monde plus ou moins fait ce genre de choses et essaye de trouver des généalogies qui leur permettent de retrouver l'histoire des espèces. Et quand on regarde ces dessins, on peut se demander ce qui court le long des lignes, là. Au fond, qu'est-ce que j'ai hérité, moi, de cet ancêtre-là? Eh bien, je le sais, ce que j'ai hérité. J'ai hérité des tas de gènes. Je trouve plein de gènes en commun entre moi et le requin. Par exemple, celui de l'hémoglobine alpha. Et en fait, ce qui court le long des lignes, pour un généticien aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas des individus. Les individus, ils sont morts. Hein, tous ceux qui ont participé au processus. Ce qui court, c'est les informations génétiques. C'est-à-dire que ce qui est conservé au cours de l'évolution, ce n'est pas les individus, c'est ce qu'ils transmettent, cette fameuse kind qu'ils reproduisent, et ce qu'ils reproduisent, ce n'est pas eux, c'est leurs gènes. Bon, je passe là-dessus. Donc, il s'est passé en fait une espèce de retournement de situation. Lorsque je vois deux individus et leur enfant, un père, une mère et leur enfant, les deux parents, l'enfant, je peux les peser, les mesurer, etc. C'est de la matière, je sais ce que c'est la matière, les scientifiques savent s'en servir, l'étudier, et c'est matériel, je comprends. Et je sais qu'il y a quelque chose qui s'est transmis des parents à l'enfant, et cette chose est un peu immatérielle, c'est de l'information génétique. Hein, l'information, ce n'est pas de la matière. On pourra en reparler aussi si vous voulez, mais... Donc au fond, l'information, c'est moins visible que la matière, que les individus.
Seulement, quand je regarde sur des distances pareilles, si je regarde sur 450 millions d'années, sur 450 millions d'années, les individus, à cette échelle-là, ils sont tellement petits que je ne les vois plus sur mon dessin là. Je ne peux plus dessiner un petit requin qui donne un descendant, etc. Les individus deviennent tellement petits dans le temps qu'ils n'existent plus, et la seule chose qui reste, c'est ce qui se transmet, c'est-à-dire l'information génétique. Et donc, de plus en plus, les généticiens qui regardaient ces schémas se sont dit qu'au fond, ce qui était transmis, ce qui était sélectionné par la sélection naturelle, ce n'était pas les individus disparaissent tous, c'était leur information génétique. Et que les individus peuvent être définis comme des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. Bon, c'est une formulation qui peut sembler provocante, on pourra en discuter aussi si vous voulez, mais l'idée derrière ça, c'est bien que dans ce schéma, eh bien, ce qui est sélectionné, c'est les informations génétiques qui ont fabriqué les organismes qui les reproduisaient le mieux. Que toute l'histoire de l'évolution, c'est l'histoire d'une information qui a progressivement élaboré des structures de plus en plus efficaces pour la reproduire. Alors évidemment, c'est quand même désagréable. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça désagréable qu'on leur dise qu'ils sont juste des sacs à gènes inventés. En même temps, ça répond à une question métaphysique. Si vous vous demandez pourquoi suis-je là, etc., ben voilà, vous savez. Non, ça dépend de ce qu'on appelle par pourquoi. Pourquoi, en termes de quel processus m'a amené là, c'est celui-là. Pourquoi, dans le genre, qu'est-ce que je fais de ma vie, ça c'est votre affaire, nous on n'a rien à vous dire, évidemment. Mais en tout cas, c'est chargé comme histoire. Le fait de dire que c'est les gènes qui ont fait tout ça, etc., c'est chargé sur le plan émotionnel, sur le plan politique même. Alors sachez qu'en plus, aujourd'hui on essaye de classer les espèces en fonction de leur histoire grâce à des arbres comme celui-là, que je suppose que vous avez déjà vu, que dans la réalité, c'est sûrement un peu plus compliqué parce que les gènes ont la mauvaise habitude, des fois, de changer de partenaire. Et donc, le vrai arbre, il a sûrement un peu cette tête-là. Et il va falloir qu'on voit ce que ça nous fait à nous quand on veut étudier la biodiversité dans un contexte comme celui-là. Ça, je vous le dis juste parce que vous entendrez parler plus tard. J'avais peur que vous le ratiez aujourd'hui, donc je vous le passe. Donc, je vous ai dit que les gènes avaient tout fait. Ils n'ont pas tout fait du tout. Ils ont juste été sélectionnés pour fabriquer des organismes qui les reproduisent le mieux possible, mais il reste à savoir comment l'organisme se constitue. Et le problème, c'est que c'est un problème politique. C'est un problème politique, je voudrais vous le montrer. Pendant les dernières élections présidentielles, il y a eu un débat entre Nicolas Sarkozy et Michel Onfray. Michel Onfray, qui est un philosophe de gauche, je vais vous montrer. Et ils discutent, et Sarkozy dit « Il n'y a pas d'un côté des individus dangereux et de l'autre des innocents. Chaque homme est en lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. » Onfray répond « Je ne suis pas rousseauiste et je ne soutiendrai pas que l'homme est naturellement bon. À mon sens, on ne naît ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. » Alors là, l'intrigue se noue, si vous voulez. Que répond le candidat de droite? « Mais que faites-vous de nos choix, de la liberté de chacun ?» Et là, Onfray attaque sec. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un pédophile non plus. Il n'a pas décidé un beau matin, parmi toutes les orientations sexuelles possibles, d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Vous voyez là un philosophe qui parle de gènes. Je voudrais savoir ce qu'il sait sur les gènes, ce philosophe. Mais ne vous inquiétez pas, le candidat de l'autre côté, qui en sait sûrement pas plus, va répondre. Mais je voudrais vous dire quand même que quand vous voyez ça, nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, vous savez que c'est quelqu'un de gauche. Et celui de droite, toujours, il répond « Non, je ne suis pas d'accord, j'ai qui répond pas, c'est qu'on est pédophile. Il y a des jeunes qui se suicident, c'est parce qu'ils avaient, génétiquement, ils avaient une fragilité, et qui parle aussi de génétique, une douleur préalable. Les fumeurs, certains développent un cancer, d'autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l'inné est immense. » Alors quand quelqu'un vous dit ça, vous savez qu'il est de droite. Et parce que les gènes, c'est de droite et l'environnement, c'est de gauche. Moi qui suis généticien, quand je fais une manip, je me demande toujours comment si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche dans la manip. Vous voyez, c'est extrêmement pénible, pour tout vous dire. Bon, heureusement, ils n'en sont pas restés là. Le lendemain, ils ont fini par prendre un petit déjeuner ensemble pour essayer de se réconcilier et ils ont fini par la complexité en disant que c'était bien. C'est dommage qu'ils n'aient pas réfléchi à la complexité avant, ça leur aurait évité à tous les deux à dire des bêtises. Parce qu'évidemment qu'il y a une part de variation qui est due au gène, une part de variation qui est due à l'environnement, et que évidemment les variations dues au gène dépendent elles-mêmes de l'environnement dans lequel on se trouve.
Et les variations dues à l'environnement dépendent des gènes, des génotypes présents. Tout ça est terriblement mêlé, et vouloir dire c'est tout dû au gène ou tout dû à l'environnement, dans les deux cas, on dit une bêtise. Hein. Donc, vous voyez quand même que cette histoire de savoir comment la variabilité des espèces se transmet, cette question que Darwin s'est posée avec insistance, c'est une question qui a pris une dimension politique énorme. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'on sait qu'il y a 3 composantes dans ce qui détermine un organisme. La meilleure image que j'ai trouvée, c'est l'image d'une recette de cuisine où on peut prendre une tarte aux pommes pour faire ça. Alors, il y a un livre très intéressant qui s'appelle La triple hélice de Dick Lewontin, dans laquelle il dit une phrase très rigolote, j'ai trouvé, il dit « Les biologistes moléculaires répètent, comme les moines bouddhistes répètent leur mantra, que les gènes produisent des protéines. » Alors vous lisez ça, vous dites « Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça, je crois, hein, que les gènes produisent des protéines. » Et effectivement, c'est complètement faux. C'est que ce serait comme de dire qu'une recette de tarte aux pommes fabrique une tarte aux pommes. On n'a jamais vu une recette de cuisine fabriquer un plat. Hein. La recette de cuisine, elle est là et elle ne fait rien. Et un génome, c'est pareil. C'est là et ça ne fait rien. Il n'y a rien de plus amorphe qu'une molécule d'ADN. Ça ne bouge pas. Vous la foutez dans le sol, vous la retrouvez un an plus tard, elle est toujours là. Hein. C'est embêtant pour les OGM et tout ça, mais... Donc, c'est amorphe. Alors, comment ça se fait que ça fasse quelque chose? Ça ne fait rien, mais simplement, effectivement, la recette de cuisine, elle ne fait rien en elle-même, mais si un cuisinier s'en sert, alors le cuisinier transforme la recette en tarte aux pommes. Ça marche. Mais ce qui fabrique les protéines, ce n'est pas le génome. C'est toute la machinerie qui lie le génome et qui fabrique les protéines à partir de là. Toute cette machinerie, c'est le corps au sens large, hein, depuis les molécules qui constituent chacune de nos cellules, nos organes, notre corps, tout ça, c'est le système de lecture qui lit l'information qui est dans le génome, dans un contexte environnemental donné, et qui aboutit à la fabrication d'un individu. Tout individu est constitué de ces 3 informations qui interagissent. Des variations dans ces 3 informations sont toutes susceptibles de modifier l'organisme tel qu'il sera, et de le modifier en fonction, entre autres, de comment elle reste. C'est-à-dire que des variations génétiques vont changer les choses en fonction de dans quel corps ils sont et dans quel environnement, etc., etc. Donc, on sait que c'est une situation complexe et finalement, on n'est pas beaucoup avancé. Alors, je voulais vous dire que ce 3e élément de détermination, il a longtemps été ignoré parce que lui, malheureusement, il a un gros défaut, c'est que c'est de la transmission, on dirait lamarckienne aujourd'hui, c'est de la transmission des caractères acquis. Alors évidemment, ça ne marche pas comme on croyait avant, du style, si je vous coupe un bras, vous pouvez faire des enfants qui n'ont pas de bras. Mais on sait par exemple que dans certaines populations, on a constaté que des gens soumis à une famine extrême avaient subi des changements physiologiques qui étaient encore sensibles chez les petits-enfants. Donc il y a des choses qui peuvent s'hériter de façon lamarckienne. Mais c'est des recherches qui sont juste en train de redémarrer après avoir été quasiment interdites pendant 100 ans pour cause de lamarckisme. Voilà, donc vous en entendrez parler. Croyez surtout pas qu'on va revenir à la vision lamarckienne de l'évolution, hein. Mais sûrement ça va venir troubler le jeu dans cette affaire. Et donc je vous conseille, il a été traduit en français, la lecture de la triple hélice de Lewontin qui détaille ces 3 éléments de l'histoire. Voilà, alors, vous voyez, le problème c'est qu'effectivement, si je dis que c'est les gènes qui déterminent les organismes, je peux avoir des ennuis avec mes contemporains s'ils sont de gauche. Si je dis que c'est l'environnement, je peux avoir des ennuis s'ils sont de droite. Les relations entre la science et la société sont de plus en plus compliquées dans cette affaire de transformation. Comment se transforment les espèces, et en particulier l'espèce humaine, bien sûr. Et ça rend... Une chose encore qui rend les choses plus compliquées, c'est que la biologie est une science terriblement empirique. Moi, je projetais souvent, quand je discutais de ce que c'est qu'une espèce, cette photo qui vient d'un livre de Tournier qui s'appelle « Des clés et des serrures ». Et alors, vous voyez, bon, c'est une erreur. Hein. Bon, on va dire que c'est une erreur. Mais il y a des gens qui me demandaient, après la conférence, ils me disaient qu'est-ce que ça donne, hein? Et alors, je leur disais, bon, je crois que ça donne rien, parce que, primo, on n'a jamais vu un machin avec une tête d'hybride qui se promenait dans la savane, et secondo, ils sont quand même assez loin dans l'arbre. Voilà, les gens me posaient la question qui tue, et il faut être loin combien pour que ça ne marche plus? Et j'en ai pas la moindre idée. Hein. Et en fait, je ne peux pas savoir. Bon, évidemment, comprenez bien, si je prends un éléphant et une fraise des bois, je sais qu'ils ne pourront pas faire des petits ensemble. Mais plus je me rapproche, plus je ne suis pas capable de dire si jamais il y a moyen de faire des petits ensemble. Et tout compte fait, il y a quelques années encore, je pense que peu de gens auraient été prêts à parier sur le fait que les lions, les tigres et les léopards soient capables de faire tous les hybrides qu'on veut dans tous les sens.
Il a fallu les enfermer dans des zoos où ils s'ennuyaient tellement qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Mais aujourd'hui, ces hybrides, on les a. Alors, il paraît que la plupart de ces hybrides sont stériles, mais je n'ai pas de données concrètes là-dessus. Mais vous savez, la stérilité, ce n'est pas quelque chose de très net. Vous savez que les chevaux, les ânes, les zèbres aussi s'hybrident gentiment, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et on dit que les mulets sont stériles. Mais si vous allez voir un éleveur de mulets, il vous dira qu'il y a des mulets qui sont parfaitement fertiles. Ils sont stériles parce qu'on ne les laisse pas se reproduire. Ce que vous voulez qu'on fasse d'un descendant de mulet. Mais... Donc si je veux savoir si deux espèces peuvent échanger, il faut que je leur demande s'ils veulent bien s'accoupler. Alors si ceux-là ne veulent pas, il faut que j'en essaye d'autres, etc. C'est long. Et puis une fois que j'en aurai trouvé qui veulent bien s'accoupler, eh bien à ce moment-là, il faut que je leur fasse faire plein de descendants pour voir si parmi ceux-là, il y en a qui sont fertiles. C'est ça une science empirique. C'est une science qui ne peut rien prédire tant qu'elle n'a pas fait de nombreuses fois l'expérience. D'une certaine façon, ça veut dire qu'on ne peut rien prédire du tout, parce que dire qu'on peut prédire que les choses qu'on a déjà vues beaucoup de fois, ce n'est pas d'habitude ce que les gens appellent prédire. Et c'est embêtant parce que la société aujourd'hui demande constamment aux scientifiques de faire des prédictions. On n'arrête pas de nous demander qu'est-ce qui va se passer avec la biodiversité, qu'est-ce qui va se passer avec les OGM. Et alors c'est vachement dur de notre part de répondre, bon, on n'en a pas la moindre idée. Et pourtant, c'est plutôt la vérité. Des fois, on a des idées quand même. Voilà. Et tout ça devient très gênant à partir du moment où la biologie devient une science très active sur le plan social. Parce que la transformation des espèces, Darwin nous a lancé cette idée que les espèces se transformaient, aujourd'hui on peut essayer de la prendre en main, à commencer par celle de l'espèce humaine. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'ont fait souvent les créationnistes, on reproche à la théorie darwinienne d'avoir retiré la morale de la nature. Alors ça aussi on pourra en discuter si vous voulez. Huxley a dit « la nature n'est ni morale ni immorale, la nature est amorale ». À partir de ce moment-là, la morale, c'est à nous de la fabriquer, et c'est plus compliqué que quand on nous le dit tout fait au départ. Alors comment faire? Comment transformer les espèces de la bonne manière? Comment en particulier agir vis-à-vis de l'espèce humaine? Je ne peux pas vous parler de tout ça sans vous parler d'un épisode tragique de l'histoire de nos sociétés, qui est la période de l'eugénisme. L'eugénisme, c'était une science donc appelée de ses voeux l'eugénique, c'était une science appelée de ses voeux par Galton, le cousin de Darwin, qui, dans un livre qui s'appelle « Le génie héréditaire », tentait de démontrer que le génie était héréditaire, qu'il y avait donc des familles de génies, par exemple la sienne, et puis d'autres, les Huxley, et puis d'autres qui ne l'étaient pas. Bon. Et évidemment, l'idée c'était que peut-être ça vaudrait la peine de mettre en place une sélection dans l'espèce humaine de manière à en améliorer les performances. Et l'eugénique a démarré au début des années 20 aux USA et dans les pays scandinaves, on y reviendra, et c'était présenté comme l'autodirection de l'évolution humaine, et on nous disait que comme un arbre, elle tire son matériel de beaucoup de sources et les organise en une entité harmonieuse. Alors les sources, c'est la génétique et les statistiques, donc là vous reconnaissez Bateson et Pearson, les deux ennemis, et puis il y a toutes les sciences qui sont convoquées. Et donc à l'époque, on va d'abord créer une société américaine d'eugénique, créée par, à gauche, ici, vous avez Thomas Morgan, qui était le grand généticien de l'époque, qui a découvert l'hérédité chromosomique. À droite, Alexander Graham Bell, qui avait inventé le téléphone, donc qui avait sûrement de très bons gènes. Et puis, deux généticiens humains qui vont faire le boulot et qui vont essayer d'étudier d'où viennent les tarés dans la société américaine. Alors, où sont les tarés? C'est facile, vous allez dans les prisons, dans les asiles de fous, et dans la rue, les pauvres, et vous demandez où est-ce qu'ils sont nés, vous y retrouvez dans les registres des églises leurs ancêtres, et vous essayez de trouver la généalogie de tous les ratés que vous pouvez, et parfois les eugénistes trouvent des choses extraordinaires. Par exemple, ils ont suivi à la trace une dénommée Ada Duke qui vivait en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, ça, je ne sais pas ce que c'est, 196 des illégitimes, c'est-à-dire nés hors mariage, 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers. D'où la question, allons-nous laisser les adjouks d'aujourd'hui perpétuer cette multiplication de la misère? Parce que tout ça, c'est héritable génétiquement. Ça, tout généticien dans ce pédigré reconnaît la disjonction d'un gène dominant. Le caractère déterminé, dans le cas présent, est l'illégitimité, la naissance hors mariage, qui est donc manifestement due à un gène. Ces petits trucs-là, ils sont montrés dans des foires, je vous montrerai après. Donc, ça, c'est un journal de l'époque, le Sunday Oregonian, ce n'est pas un journal scientifique. Et donc, vous avez la descendance de Karl et Anna. Alors, la légende en noir, c'est les normaux. En rouge, c'est les débiles mentaux mis à l'asile.
En bleu, c'est les débiles mentaux pas mis à l'asile. Et puis en hachuré, c'est mort à la naissance. Bon, alors, vous avez 2 débiles qui ont eu une fille normale qui a eu un mari normal. Malheureusement, on ne sait rien de leurs 15 descendants. Mais alors, celle-là qui était débile a fait plein de débiles. Et celle-là qui était débile moins grave, elle a eu des enfants un peu variés, mais la deuxième génération, il n'y a plus que des débiles, sauf un. Bon. Donc tout le monde se dit qu'il est urgent d'agir. La Société américaine d'eugénique présente ses travaux dans des foires, comme celle de Philadelphie en 1936. Et vous voyez, d'un côté, on vous montre du maïs pour vous montrer comment ça marche les gènes, et puis de l'autre côté, on vous montre que c'est pareil avec le gène d'illégitimité de tout à l'heure, là. Ça marche comme chez le maïs. Et puis là, il y a un panneau électrique qui va faire très très classe parce qu'il y a des lampes qui flashent. Alors, voyons ce qui est écrit dessus. Certaines personnes sont nées pour être un fardeau pour les autres. Donc, renseignez-vous sur l'hérédité, vous pouvez aider à corriger ça. Là, il y a une lampe qui flash toutes les 15 secondes. Il y a écrit que toutes les 15 secondes, il y a 100 $ qui partent pour des gens qui ont une mauvaise hérédité, comme les fous, les débiles, les criminels et autres malades. L'Amérique a besoin de moins de ça et de plus de ça. Toutes les 48 secondes, il naît quelqu'un qui ne dépassera pas l'âge mental de 8 ans. Toutes les 50 secondes, ici, une personne est mise en prison aux États-Unis. Et la phrase d'après, « Very few normal persons ever go to jail ». Il y a très peu de gens normaux qui vont en prison. C'est à cause des gènes. Voilà. Et puis, on a besoin de plus de ça. Celle-là, elle flash toutes les 16 secondes, c'est quelqu'un qui naît. Bon. Et celle-là, elle flash toutes les 7 minutes et demie. Toutes les 7 minutes et demie, il naît quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation. Alors, vous voyez le déséquilibre, il est temps de rééquilibrer. On va donc démarrer les lois eugénistes dans beaucoup d'États américains. Dès 1935, là, on en est déjà à 21 539 stérilisations pour cause de mauvais gènes sur le territoire américain. On estime à environ 60 000 le nombre de personnes stérilisées. Il y a eu des procès. La Cour suprême avait, dans ce procès-là, la Cour suprême, un juge avait tranché en disant 3 générations d'imbéciles, c'est assez. Stérilisez-moi tout ça. Moi, bon, quand on apprend cette histoire, on est un peu atterré de voir ce qui a pu se faire à cette époque-là, mais moi, ce qui m'a le plus effrayé, c'est quand j'ai commencé à lire les scientifiques de l'époque. Parce que moi, je suis généticien, et j'ai lu des textes des généticiens des années 20. Moi, j'utilise encore les équations qu'ils ont fabriquées. Hein. Je veux dire que c'était... Or, tous les généticiens de cette époque étaient eugénistes. Tous. Ce n'était pas quelques excités dans un coin. Tout le monde était d'accord. Et tout le monde croyait œuvrer pour le progrès. Débarrasser la société de cet art, c'était un progrès. Et donc, c'était de l'altruisme, c'était gentil, quoi. Hein. Tout le monde dit ça. Alors, Pearson, par exemple, va nous dire, voilà, la science moderne entraîne l'esprit à une analyse exacte et impartiale des faits. C'est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté. Moi, je suis scientifique, donc je suis rationnel, donc je suis un meilleur citoyen que vous. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, dit Pearson. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le droit de vivre ne donne pas le droit pour chaque homme de se reproduire, au sens français du terme. Hein. Comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle et que de plus en plus de faibles et d'inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards mentaux et physiques pour être parents. Il y a un film qui est un peu sur la même idée, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, que je vous conseille aussi. GATTACA, c'est une séquence d'ADN. Le film est bourré d'allusions qu'on ne voit qu'à la 5e fois où on le voit, ce qui est mon cas, parce que souvent on fait des débats après sur la génétique, alors à chaque fois... Vous voyez par exemple ce type qui était sélectionné pour avoir d'excellents gènes et qui a eu un accident dû à l'environnement et qui regarde l'escalier, qui ne peut plus monter, mais en même temps cet escalier, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est une superbe double hélice d'ADN. Voilà. Donc, 2 films qui, tous les deux, montrent de façon très intéressante ce qui peut se passer si on laisse trop la biologie se préoccuper de la transformation de l'espèce humaine. L'eugénisme s'est arrêté à Nuremberg. Et à Nuremberg, il s'est passé quelque chose de très important. J'en parle souvent, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je trouve que Nuremberg, c'est un moment singulier dans l'histoire des nations occidentales, parce que c'est un moment où on a dit que la dignité humaine, le respect de la dignité humaine, était un impératif plus important que tous les autres, même que l'obéissance aux ordres dans l'armée. C'est pas rien. Et à ce moment-là, du coup, le progrès passe en 2e plan. Et du coup, l'eugénisme s'est arrêté. Mais tout compte fait, c'est le seul moment où les sociétés occidentales ont posé un impératif moral au-dessus de l'impératif de progrès technique. Et je voudrais, donc pour finir, vous parler un peu de tout ça. Bon, je vais passer là-dessus. Excusez-moi, oui, quand même, vous dire que l'eugénisme, il a eu son succès aux USA. Je vous l'ai dit, dans les pays scandinaves, il a eu aussi beaucoup de succès. En France, on a été protégé totalement
pratiquement à quelques auteurs près, mais il n'y a pas eu de loi eugéniste. On a été protégé par notre ignorance totale de la génétique à l'époque. En France, on était lamarckien, on pensait que pour améliorer l'homme, il suffisait d'améliorer l'environnement, puis que ça améliorerait l'homme. Alors on a fait effectivement des lois hygiénistes de Vichy, etc., qui étaient censées améliorer l'espèce humaine, mais en améliorant l'environnement. Sachez que en Russie, en revanche, les généticiens russes n'ont jamais été pour l'eugénisme. Ils pensaient que si on supprimait les fous, on supprimerait aussi les génies. Ça, si vous lisez la littérature russe. Mais de toute façon, les généticiens russes n'ont pas pu longtemps agir parce que très rapidement, ils se sont fait avoir par un nègre fin appelé Trofim Lysenko qui a envoyé tous les généticiens russes au goulag et qui s'est fait passer pour le grand homme de la biologie soviétique auprès de Staline et qui a conduit la biologie soviétique dans le mur et l'agriculture soviétique avec. Je ne vous en parle pas plus maintenant, on peut en parler si vous voulez. La situation française est intéressante. D'ailleurs, on vient de retrouver dans la bibliothèque de la botanique, ici, deux textes qui datent de 1909, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, le Muséum et l'Académie des sciences ont fêté le centenaire de la naissance de Darwin. Alors, c'est intéressant parce que chacun des deux, à sa manière, dit un truc pas tout à fait attendu. L'Académie des sciences fête le 100e avec Cambridge, le 100e anniversaire de son illustre correspondant dans la section de botanique, Charles Darwin. Figurez-vous que Darwin a effectivement été élu à l'Académie des sciences en France, mais uniquement pour ses travaux de botaniste. Il n'a jamais été fait état de ses travaux sur l'évolution, dont les Français considéraient qu'ils avaient déjà été réalisés par Lamarck et qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter avec Darwin. Et donc, elle se félicite que la même année, 1809, ayant vu la publication de la philosophie zoologique, et donc elle prend part dans l'admiration universelle de vaste esprit qui sont embrassés à la fois toutes les branches naturelles et tirées de l'observation rigoureuse, une des plus grandioses synthèses biologiques qui ait jamais été construite. Quant au muséum, c'est intéressant parce que lui, il fête carrément le centenaire de la philosophie zoologique de Lamarck et il est content de voir que ça colle avec la naissance de Charles Darwin. Et il se félicite de l'heureuse coïncidence qui permet de rapprocher dans la même solennité les noms des deux fondateurs de la doctrine de l'évolution, qui ont écrit les deux chapitres principaux de l'histoire des formes vivantes. Et qui, a 100 ans, en France, Darwin et Lamarck étaient mis sur un pied d'égalité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on peut le regretter parce que Lamarck était un personnage intéressant, mais sur le plan de la science, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, je voudrais finir en vous parlant du fait que la transmission, la transformation des espèces pose des problèmes de priorité, et elle en pose de nombreux. Elle en pose au niveau de l'environnement. Comment gérer le fait que les systèmes naturels se transforment? Il y a eu un moment où on s'est dit qu'il faut tout conserver en l'état. Et les écolos durs pensaient qu'il fallait absolument plus rien changer. Et ça, on a été nombreux à leur dire que ça n'avait aucun sens, que la nature, c'est quelque chose de dynamique et que la biodiversité, c'est dynamique, que prétendre geler l'évolution, c'est une erreur. Mais en même temps, il est vrai que constater que toutes les espèces s'éteignent, constater que dans les espèces, la diversité génétique diminue aussi, c'est quelque chose d'inquiétant. Et donc, on peut se poser la question de savoir à quel moment, comment mettre en place des systèmes qui permettent d'éviter qu'on fasse trop d'erreurs. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sciences biologiques n'étant pas des sciences prédictives, mais des sciences empiriques, eh bien, il y a énormément d'incertitudes sur les conséquences de nos actions. De ce point de vue-là, il y a un principe qui s'appelle le principe de précaution, qui existe pour essayer de prendre des mesures quand on a l'impression qu'on est en train de faire des choses dangereuses, même si on n'a pas des preuves complètes du danger. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce principe de précaution a été annexé, fait partie de la Charte de l'environnement, annexé à la Constitution de la Ve République en 2005. Sachez que quand ça a été fait, les académies des sciences et de médecine se sont opposées avec violence à l'introduction du principe de précaution dans la Constitution, avec pour seule raison que ça risquait de freiner le progrès. On voit que le progrès, c'est une espèce d'entité qui permet d'excuser tout, de dire qu'il faut tout faire, et tant pis si jamais on ne prend pas de précaution. L'exemple sur lequel j'ai été confronté, moi, à ces choses-là, alors je vais vous en dire deux mots, c'est le problème des OGM. On sait bien que pour transformer on a transformé les espèces vivantes depuis longtemps, et qu'on les a transformées par de la sélection. La sélection qu'opère l'homme, c'est la même que la sélection naturelle, sauf qu'il le fait exprès. Bon, plus ou moins d'ailleurs. Mais quand on commence à transformer les espèces en changeant le génome à l'intérieur, on passe à la phase suivante, si vous voulez, de la transformation des espèces. On passe à un processus qui n'est plus du tout darwinien,
qui devient un processus totalement nouveau, donc dont les conséquences sont difficiles à prévoir dans le cadre de la biologie. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de nos collègues n'ont pas compris. J'ai entendu souvent des scientifiques qui font des OGM dire aux gens, lorsqu'on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer. Alors que lorsqu'on fait un OGM, on sait quel gène on introduit. Donc on prend moins de risques avec un OGM qu'avec un maïs normal. Et les gens, ils entendent ça, ils disent « Ah mais merde, j'avais pas pensé à ça, en effet. » Les gens ne savent pas quoi répondre. Hein. Alors où est l'erreur dans cette phrase? Eh bien l'erreur, c'est que, comme je vous l'ai dit, la biologie est une science empirique. Une science empirique, c'est faire des prédictions quand elle a déjà fait beaucoup d'expériences. Croiser deux maïs, ça fait longtemps qu'on le fait. Et ça fait du maïs. Depuis 5000 ans qu'on fait l'expérience. Alors que prendre un gène de bactérie et le mettre dans un maïs, ça fait un truc qu'on ne connaît pas. Même si on connaît le gène, on ne sait pas toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc cette phrase est fausse, mais elle est fausse d'une manière assez subtile. Ça demande d'avoir un peu compris ce que c'est qu'une science empirique, etc. En fait, quand je vous dis qu'on ne sait pas grand-chose, on ne sait vraiment pas grand-chose, on ne sait même pas comment se replient les protéines. Une protéine, c'est un repliement compliqué. Vous savez que le prion, c'est un repliement anormal. Qu'est-ce qui se passe dans une plante dans laquelle je mets un gène qui vient d'une bactérie? J'ai aucune idée de la façon dont la protéine est repliée. Je sais que chez certaines plantes, en croisant des plantes différentes, j'obtiens du cyanure, par exemple chez le trèfle. Qu'est-ce qui va se passer quand des maïs transgéniques se croiseront avec d'autres maïs non transgéniques? Personne n'en sait rien. En fait, la somme des inconnus, la première chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a énormément d'inconnus sur les conséquences qu'auront le fait de cultiver des OGM, aussi bien sur la santé humaine que sur l'environnement. Mais il y a des choses qui sont quand même connues. Parce que c'est le fait que les graines et les gènes que les pollens, donc les gènes, se dispersent via le pollen et les graines, ça on l'a constaté. Bon, je n'ai pas le temps, je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer à fond tout ça, mais sachez qu'un colza, ça produit 75 000 graines par mètre carré et qu'on en perd 10% à la récolte. Donc ça fait des quantités monstrueuses de graines qui partent partout. Est-ce qu'à force de rendre ces plantes résistantes à tout ce qu'on peut par de la transgénèse, on va fabriquer des mauvaises herbes impossibles à désherber? Est-ce qu'on va fabriquer des envahisseurs? Personne n'en sait rien. Et puis, le problème le plus patent, le plus remarquable, c'est le fait qu'actuellement, toutes ces entreprises qui font ça sont des grosses entreprises de l'agrochimie. L'exemple type, évidemment, que tout le monde connaît, c'est Monsanto. Hein. Et Monsanto, il y a une histoire qu'on ne peut pas ignorer quand on s'occupe de ces questions. C'est l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Percy Schmeiser. C'est un monsieur qui cultive des colzas au Canada. Et tous les ans, il ne voulait pas acheter des colzas à Monsanto, il n'aime pas Monsanto. Bon. Tous les ans, il ressemait ses propres graines pendant que les voisins semaient du Monsanto. Évidemment, il n'est pas idiot. Il savait très bien que les pollens et les graines des voisins tombaient chez lui. Et tous les ans, il récoltait ces graines et il les ressemait. Monsanto aussi, il savait bien ce qui se passait. Un jour, ils sont venus, ils ont prélevé des graines dans son champ. Ils les ont analysées et ils ont montré qu'il y avait leurs gènes à eux dedans. Mais leurs gènes à eux sont brevetés. Ils ont donc attaqué Percy Schmeiser en disant « Monsieur, dans vos graines, il y a nos gènes, vous n'avez pas le droit de les semer. Vous nous devez 400 000 $ de dommages et intérêts et vous n'avez plus le droit d'utiliser vos semences. » Il y a eu un procès, un appel, etc. La Cour suprême canadienne a tranché en disant que Percy Schmeiser n'aurait pas à payer les 400 000 $, mais qu'il n'a plus le droit d'utiliser ses semences. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors, en même temps, on découvrait que les maïs traditionnels d'Amérique du Sud étaient contaminés par des transgènes d'Amérique du Nord. Donc, avec la même logique, d'une certaine façon, un jour ou l'autre, les grandes entreprises d'Amérique du Nord pourraient venir dire aux agriculteurs traditionnels mexicains « ça, ce maïs, il est à nous, il y a nos gènes brevetés dedans, ils n'osent pas encore le faire ». Il faut bien comprendre que ce qui se passe, c'est une vraie guerre des semences. Aujourd'hui, l'idée de ces boîtes, c'est de devenir les propriétaires de toutes les ressources génétiques mondiales et que c'est ça l'enjeu. Alors ça, c'est plus un problème de biologie. C'est un problème très général, exactement comme l'eugénisme. Tout compte fait, l'eugénisme, je voudrais être très clair avec vous. L'eugénisme a été arrêté, ce n'est pas parce que ça ne marcherait pas. Je suis, moi, généticien, convaincu que si on stérilisait tous les débiles, le nombre de débiles diminuerait un petit peu dans les populations, il n'y a pas de doute. Mais ça a été arrêté, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ce n'était pas correct sur le plan moral. Le problème des OGM, actuellement, il n'est pas de l'ordre de la biologie. Il est de l'ordre de tous les citoyens. Donc, réfléchissez-y, je voudrais vous dire que sur ce plan-là, il y a actuellement une arnaque extraordinaire qui est en train d'être faite, vous avez peut-être entendu parler. On est en train de nous dire qu'on va fabriquer un grand frigo sur une île norvégienne qui s'appelle Svalbard,
et qu'on va mettre toutes les graines de toutes les plantes cultivées du monde. Comme ça, on aura sauvé toute la biodiversité des plantes cultivées du monde dans ce frigo. Moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est curieux, parce que les banques de graines que je connais, ça coûte très très cher, elles sont beaucoup plus petites que ça. Parce que pour qu'une graine reste en vie, enfin, les graines ne restent pas en vie. Au bout de 10 ans, elles commencent à perdre leur pouvoir germinatif. Donc, il faut les ressortir, les ressemer, faire pousser les plantes, récolter les graines, les remettre dans un truc. Je me dis, en Norvège, pour faire ça, ils vont avoir du mal quand même. Hein. Et donc, je me suis renseigné. En fait, ils ne vont rien faire de tout ça. Ce Svalbard présenté sur tous les sites web comme une arche de Noé, ce n'est pas une arche de Noé, c'est un cimetière à graines. Ils vont les laisser mourir dans leur cave, les graines. Pourquoi ils font ça? À quoi ça sert d'avoir des graines mortes? Ça sert à deux choses. Ça sert d'une part à dire, voyez, vous inquiétez pas, on est en train de foutre en l'air toute la diversité sur la Terre, mais elle est dans le frigo. Hein. Donc déjà, ça calmera un peu certaines gens. Et puis en plus, si vraiment un jour on en a besoin, eh bien, il faudra faire de la biologie moléculaire très dure, des biotech, pour aller rechercher les gènes dans ces graines, puisqu'elles sont mortes. Et donc, c'est une vision très technologique du monde, hein, dans laquelle on se dit, on va foutre en l'air la diversité qui est là actuellement, parce que ça nous arrange sur le plan de notre fonctionnement économique, mais on se donne les moyens d'utiliser des techniques très très lourdes pour la refabriquer le jour où on en aura besoin. Hein, c'est un peu pareil que quand il y a quelque temps, Nature nous disait que grâce au séquençage du génome, on allait peut-être pouvoir refabriquer un mammouth. Donc on sera en train de mettre des moyens monstrueux pour refabriquer un mammouth. Probablement on n'y arrivera pas. Et en même temps, on laisse s'éteindre les éléphants. C'est ça la chose extraordinaire de notre époque, hein, c'est qu'on joue avec de la technologie tout en laissant les choses se perdre en même temps. Bon, je passe. Vous voyez que là, les scientifiques se retrouvent encore une fois en conflit avec la société, mais là, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison et qu'ils soient dans la situation de Galilée. Je voudrais donc pour finir vous dire qu'il y a un très beau mythe ancien qui décrit la situation actuelle, c'est le mythe de Dédale. Dédale, c'est l'ingénieur. Le type, vous lui dites j'ai un problème technique, il vous le résout. Alors, c'était l'ingénieur de Minos en Crète. Et Minos avait fait une bêtise. Il avait demandé un taureau à Poséidon pour épater ses frères. Poséidon lui avait prêté son taureau en lui demandant de le rendre, et Minos n'avait pas rendu le taureau. Je me suis toujours demandé pourquoi les mortels faisaient des trucs comme ça aux dieux en se doutant pas qu'ils allaient avoir des gros ennuis. Enfin bon. Poséidon, pour se venger, rend la femme de Minos, Pasiphae, follement amoureuse du taureau. Vous voyez là, elle est là avec le taureau et elle tient absolument à copuler avec lui. Elle appelle Dédale, elle lui dit « Trouve-moi un moyen de copuler avec le taureau ». Si Dédale était un philosophe, il aurait sûrement dit « Non, c'est pas une bonne idée. Hein. » Voilà. Mais c'était un ingénieur. Donc il dit « Ok ». Il fabrique une très belle vache en bois, il met Pasiphae à l'intérieur, crac, ça marche, c'est le premier OGM, et c'est donc le Minotaure qui sort de là, et qui est évidemment un monstre. Alors comme il est dangereux, on appelle Dédale, on dit « Regarde ce que tu as fait ». Alors il dit « Enferme-nous ce truc-là ». Il fabrique son fameux labyrinthe, le Minotaure est coincé à l'intérieur, et tout le monde serait content si le Minotaure ne continuait pas à manger quelques jeunes chaque année. Donc pour s'en débarrasser, on appelle Thésée à la rescousse. Le problème, c'est que Thésée veut bien aller tuer le Minotaure, mais il voudrait ressortir après. Et heureusement pour lui, Ariane, la fille de Minos, est amoureuse de lui. Alors elle va voir Dédale, elle lui dit « Comment on fait pour ressortir du labyrinthe ?» Et Dédale lui donne le coup du fil. Alors d'accord, elle explique à Thésée comment faire. Grâce au fil, Thésée non seulement tue le Minotaure, mais ensuite ressort. C'est un garçon terriblement distrait. En sortant, il oublie Ariane, ce qui non seulement la désespère, mais rend Minos foudrage. Minos dit « Tout ça, c'est de la faute de Dédale. Allez hop, dans le labyrinthe avec son fils. » Dédale se retrouve dans le labyrinthe avec son fils, mais Dédale, c'est le gars, il ne se décourage jamais. À chaque fois qu'il a fait une connerie technique, il trouve une nouvelle technique pour compenser la connerie technique d'avant. Hein? Donc là, il dit « Pas de problème, je fabrique des ailes, on sort de là. Hein » Donc il fait des ailes pour lui et son fils Icare, et vous connaissez la suite. Icare tombe et meurt, et Dédale passe le restant de ses jours à se lamenter sur la mort de son fils. Vous voyez que c'est un très beau mythe, parce que ça montre comment on peut faire une course à la technique constamment en disant « mais on trouvera une solution technique, il n'y a pas de problème, on trouvera hein. ». Un truc qu'on entend souvent aujourd'hui. Et puis on ne trouve pas, bon, des fois. Hein. Alors voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment deux sortes de gens. Il y a les gens qui pensent que, d'accord, Dédale, ça ne s'est pas très bien passé, mais n'empêche que c'est comme ça qu'on s'amuse. Il faut faire des conneries dans la vie, sinon on s'ennuie. Hein. Et donc, allons-y, on fonce, le progrès,
et puis tant pis si jamais ça fait mal de temps en temps. Et puis il y a ceux qui disent « nos pouvoirs de nuisance sont devenus tellement grands qu'aujourd'hui on ne peut plus jouer comme ça, il faut absolument arriver à prendre des précautions, à regarder un peu à l'avance ce qu'on fait ». Et ces deux types de personnes, c'est très intéressant. Alors, évidemment, les écolos sont dans le deuxième type, hein, mais vous ne trouverez pas que des écolos, et vous trouverez, ça traverse les deux grands partis français au niveau politique. Que ce soit à l'UMP ou au PS, vous trouverez des partisans du principe de précaution ou des opposants au principe de précaution. On l'a d'ailleurs très bien vu, je passe là-dessus, au cours du Grenelle. Le Grenelle, c'était le premier moment où on a commencé à dire il faudrait peut-être commencer à faire un peu attention à ce qu'on fait sur l'environnement. Il y a maintenant des impératifs politiques extrêmement lourds. Et ce premier moment où toute la classe politique a été réunie pour discuter de ça. Dans la signature des premiers papiers était génial. Le texte final du Grenelle, si jamais il était appliqué, ça serait une merveille. Mais après, il a fallu passer devant les élus. Et là, pour ne parler que de l'UMP, vous aviez dénommé Jean-François Legrand, qui est un sénateur de la Manche, qui a défendu le Grenelle et qui a essayé de dire qu'il fallait faire attention, etc. Et vous aviez en face de lui d'autres sénateurs dont le but était surtout de ne pas risquer que les entreprises perdent un sou dans l'affaire. En particulier, il y a le sénateur Bizet, qui est lui-même très impliqué dans les biotechnologies et qui ne veut pas entendre parler de précaution. Donc, on est actuellement dans cette situation où vous avez les dédales ou ceux qui les protègent, et puis les gens qui disent qu'il faudrait arrêter, faire un peu attention. Aujourd'hui, notre société est là-dedans. La transformation des espèces que Darwin nous a expliqué, la façon dont les espèces évoluent non seulement en interne, mais en écosystème et en communauté, eh bien aujourd'hui, on est dans la situation que Buffon décrivait, où c'est nous qui les fabriquons, les écosystèmes. Il n'est plus question de dire que la nature va se débrouiller toute seule. Et donc, nous avons, sur cette transformation, une responsabilité très grande de savoir comment on s'y prend. Est-ce qu'on fait fonctionner le principe de précaution? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on rêve d'un monde comme celui du douanier Rousseau? Alors, il y a un autre Rousseau, c'est le dessinateur qui dessine... C'est le dessinateur, ce dessin est issu d'une dangereuse revue gauchiste qui s'appelle Le Courrier de l'environnement de l'INRA. Et ça date de 1996. Eh bien, c'est entre ces deux types d'avenir qu'il faut qu'on choisisse. Et je pense qu'il serait urgent que les scientifiques et les citoyens réfléchissent sérieusement à ces questions, parce que depuis Darwin, eh bien, notre capacité d'action a augmenté, et on peut en être content, mais notre capacité de nuisance aussi. Et du coup, notre responsabilité a augmenté en proportion. Je vous remercie.